À la une de l'actualité dans cette édition, les événements marquants de l'année 2019 au plan international, changement de régime et élections, manifestations et crises multiples, les moments forts de cette actualité à suivre en début de journal. La question sécuritaire aura été le sujet qui a marqué la diplomatie burkinabé durant l'année 2019. Au-delà des coopérations bilatérales, les défis de la diplomatie burkinabé a été de mobiliser les partenaires internationaux dans la lutte contre le terrorisme. Nous ferons le bilan complet de cette actualité diplomatique avec le chef de la diplomatie burkinabé, le ministre Alpha Bari, qui est notre invité ce soir. Tension entre les États-Unis et l'Iran avec cette fois-ci le président américain qui menace de frapper 52 sites iraniens en cas de représailles à l'assassinat du général Qassim Soleimani. Samedi, des tirs d'obus ont touché une base abritant des soldats américains et le site de l'ambassade à Bagdad. On voit cela en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Très mouvementée, donc l'année 2019 sera marquée par des changements de régime, des manifestations et de multiples crises entre les grandes puissances. Renversement de régime en Bolivie, Algérie, Liban et Irak. La crise politique au Venezuela qui se transforme en un bras de fer entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Crise multiple et multiforme, les moments forts de l'actualité internationale durant l'année 2019 avec Frédéric Etienne Bassenga. 2019 en Afrique de l'Ouest, c'est incontestablement la libération sous condition de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé et la proclamation de la mort du franc CFA. Le 15 janvier dernier, l'ex-chef d'État ivoirien et son poulain sont acquittés par la Cour pénale internationale après 8 ans de détention. Parmi les conditions, l'obligation pour eux de résider dans un des pays membres de la CPI. Quant au franc CFA, son sort dans les pays de l'UEMOA a été scellé en cette fin d'année à Abidjan. Il sera remplacé par l'ECO. En 2020, la France ne nommera plus de représentants dans la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest et les pays de l'UEMOA ne seront plus obligés de déposer la moitié de leurs réserves dans la Banque de France. 2019 est aussi marqué dans la sous-région par la décision du Nigeria de fermer ses frontières terrestres. Invoquant une mesure pour lutter contre les trafics et la contrebande, cette mesure du géant ouest-africain a impacté durement les économies de ses voisins, notamment le Bénin et le Niger. L'Algérie a également été au cœur de l'actualité en 2019. Contesté par la rue et lâché par l'armée, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril. Le 12 décembre, après plusieurs contestations de la rue, Abdelmajid Tebboune sera élu au premier tour. Dans le monde, 2019 a vu encore les grands se quereller. Du conflit commercial à la guerre économique, les États-Unis et la Chine se sont affrontés cette année 2019. À coup de hausse de taxes douanières et de menaces, Trump et Jinping ont croisé le fer. En Amérique du Sud, au Venezuela, dès le 10 janvier, Nicolás Maduro et Juan Guaidó se battent pour la direction du pays. Après plusieurs manifestations dans les rues de Caracas, Juan Guaidó s'autoproclame président de la République, prétestant la non-légitimité du président. Il est très vite soutenu par les Occidentaux, notamment les États-Unis, l'Allemagne et la France. Une autoproclamation sans effet, la Russie entre dans la danse et très vite la crise se mue en affrontement États-Unis-Russie. Un bras de fer que remportera la Russie. Juan Guaidó est révoqué de son poste au Parlement et déclaré inéligible pour 15 ans. 2019 voit également le face-à-face entre policiers et manifestants en Bolivie. Depuis le 20 octobre, après la proclamation des résultats des élections, donnant la victoire au président sortant, cette crise va s'achever par la démission d'Evo Morales le 11 novembre. Peu de temps après sa déclaration sur son compte. À 150 km au sud de Même scénario, l'autre côté du monde en Irak, le 1er octobre, des protestataires manifestent contre la corruption, la déliquescence des services publics et réclament la chute du régime. En 2 mois, les manifestations Il va s'en suivre une répression qui fera 420 morts entre octobre et novembre. Le 30 novembre, le gouvernement d'Abdelmehdi tombe.
Si en Bolivie et en Irak, des têtes sont tombées et que les choses se sont tassées, au Liban, la crise est toujours pendante malgré la démission de Saad Hariri. Plus d'un mois après, les Libanais n'ont toujours pas pu s'accorder pour former un gouvernement. À Hong Kong, c'est un autre combat, face à face, des populations jalouses de leur liberté d'antan et l'État central de la Chine. Depuis le 15 mars dernier, des manifestants réclament l'annulation d'un amendement car ils considèrent qu'il permettra à la Chine continentale d'intervenir dans le système juridique de Hong Kong. Le port du masque n'est plus autorisé. Le Golfe a été sous tension en juillet dernier après la saisie de pétroliers par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Le tout sur fond de bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. En juillet 2019, un drone américain est abattu par l'armée iranienne. Donald Trump évoque une énorme erreur. La tension est maximale. Le prix du pétrole s'envole avant une accalmie. 2019, c'est aussi les gilets jaunes en France, cauchemar du président Macron. Député certes en 2018, le mouvement ne faiblit pas, bien au contraire. Malgré les mesures prises et le grand débat initié par le gouvernement, Macron sera hué le 14 juillet lors de sa descente des Champs-Élysées. 2019 a été marqué par la disparition de grandes personnalités, parmi lesquelles Robert Mugabe, le père de l'indépendance du Zimbabwe, et Jacques Chirac. Que retenir de la diplomatie burkinabé en 2019? Quels sont les défis qui s'imposaient à elle et qui ont été relevés? Que retenir de l'agenda diplomatique au Burkina Faso? Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est notre invité pour répondre à toutes ces questions. Son Excellence, M. Alpha Barry, est notre invité. Donc, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du journal télévisé de 20h de la télévision de Burkina. Merci. Alors, 2019, on l'a vu, l'orientation diplomatique du Burkina Faso était dirigée vers la lutte contre l'insécurité. Quel bilan faites-vous, monsieur le ministre, concernant ce point précis? Alors, je peux dire qu'en termes d'action et de partenariat, c'est un bilan très positif, parce qu'il a commencé d'abord par des résultats fructueux dès le début de l'année, avec la visite du ministre chinois des Affaires étrangères à Ouagadougou, c'était début janvier. Et au cours de cette visite, le ministre chinois des Affaires étrangères a annoncé donc la contribution donc de la Chine au G5 Sahel, y compris au Burkina Faso. Et c'est assez important parce que nous avons amené la Chine donc à être donc présente dans le financement de la lutte contre l'insécurité. Et ça a été donc un bon point de départ pour le président en exercice du G5 Sahel, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et également, il y a eu d'autres partenariats à la fois bilatéraux et multilatéraux et profitables à la fois au Burkina Faso et au G5 Sahel. Ça a été le cas de la visite du président du Faso en Allemagne, qui s'est concrétisé quelques semaines ou mois plus tard par celle du ministre des Affaires étrangères allemand au Burkina Faso, où il a fait des annonces assez fortes sur les engagements de l'Allemagne donc en faveur non seulement du Burkina Faso, mais également du G5 Sahel, et sur donc une longue période, c'est-à-dire à compter de 2019 jusqu'à 2022, avec donc un processus d'équipement, de financement donc de nos équipements militaires. Il y a eu aussi les États-Unis. Nous nous sommes entretenus avec le département d'État en marge d'une session du Conseil de sécurité, mais également on s'est rendu sur place au mois de mai au département d'État pour donc plaider que le Burkina Faso soit grand bénéficiaire donc de l'aide que les États-Unis accordent au G5 Sahel. Auparavant, c'était 60 millions. Nous avions eu la moitié. Là, c'était 111 millions. Nous demandions une grande part et ça a été fructueux. Nous avons reçu un tiers donc de ce montant pour 5 pays, donc c'est énorme. On peut donc le saluer. Il y a eu donc beaucoup d'actions comme ça, comme
le Qatar aussi. Vous avez vu tous ces blindés qui ont été débarqués un jour sur l'aéroport de Ouagadougou, 24 blindés. Vous avez vu également la visite du président du Faso aux Émirats Arabes Unis et qui s'est concrétisée par un soutien très fort des Émirats Arabes Unis en faveur donc de notre armée, mais également en faveur du G5 Sahel, mais surtout aussi et concrètement ou plus immédiatement une contribution pour le financement de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO sur le terrorisme que nous avons organisée ici en septembre, où les Émirats Arabes Unis non seulement ont été présents, ont contribuer financièrement et en termes d'équipement aussi, et c'était assez important. Il y a eu beaucoup d'actions, y compris au Conseil de sécurité. D'accord, alors nous allons parler plus précisément du G5 Sahel, cette force conjointe donc antiterroriste. Le Burkina Faso achève sa présidence dans quelques semaines. Les lignes ont-elles bougé sous la gestion burkinabé, monsieur le ministre? Oui, les lignes ont bougé puisque je viens de vous faire part donc de ce que le Burkina Faso a obtenu avec la Chine. Je vous ai fait part également des avancées avec l'Allemagne puisque la chancelière allemande, à la suite de la visite du président du Faso en Allemagne en février, la chancelière est venue au Burkina Faso et à l'occasion d'un sommet extraordinaire donc du G5 Sahel s'est engagé donc à jamais donc dans une dynamique avec le G5 Sahel, et cette dynamique là se poursuit et elle est aussi profitable pour le Burkina Faso, et également au niveau de l'Allemagne et des États-Unis. Et avec les États-Unis, le problème que nous avions et que nous avons toujours d'ailleurs, c'est sur le chapitre 7 le mandat des Nations Unies sous le chapitre 7 en faveur de la force conjointe. Nous ne l'avons toujours pas obtenu. Nous avons... Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas obtenu cette inscription, cette prise en compte là? Et ce qui fait que nous n'avons toujours pas obtenu, bon, je ne peux pas répondre parce que nous plaidons nous recherchons donc ce chapitre 7 là, ce mandat là, on ne l'a pas. Il y a une position assez catégorique et ferme de la part des Américains contre donc ce mandat-là. Mais ce qui a bougé par contre avec les Américains, et à la suite donc de nos différents passages et au Conseil de sécurité et au département d'État, c'est le fait que les États-Unis ont augmenté leur aide bilatérale en faveur des pays du G5 Sahel, et ont même, lors de la dernière session que nous avons eue au Conseil de sécurité, ont non seulement salué le travail du G5 Sahel, les États-Unis ont en plus appelé les autres États contributeurs, les autres bailleurs de fonds à aider le G5 Sahel. Ça c'est important, c'est une avancée majeure. L'autre avancée réalisée aussi par le président du Faso, président en exercice du G5 Sahel, c'est le fait que auparavant les Nations Unies aidaient le G5 Sahel seulement à l'intérieur des frontières du Mali. Et le travail diplomatique mené par le président en exercice a permis donc d'arriver au fait qu'il y a un élargissement de l'aide des Nations Unies au G5 Sahel au-delà des frontières du Mali. Ça passe par la MINUSMA, mais donc la MINUSMA peut intervenir pour aider les troupes du G5 Sahel hors des frontières du Mali, et ça c'est assez important. Et sur le plan organisationnel aussi, c'est en train de bouger et ce n'est pas fini. Il reste encore quelques semaines et je peux vous assurer que le président en exercice est en train de travailler sur une option qui est nouvelle mais qui est importante, qui est le fait de pouvoir concentrer les efforts du G5 Sahel dans ce qu'on appelle le fuseau-centre, c'est-à-dire la zone des 3 frontières Burkina, Mali, Niger, où chaque fois on entend qu'il y a des attaques, et aujourd'hui le travail est en train de se faire afin que des troupes tchadiennes et autres puissent venir renforcer
les troupes maliennes, nigériennes et burkinabées dans cette zone. Et dans cette lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a choisi d'élargir le front à des pays comme la Russie et la Turquie. Où est-ce qu'on en est exactement? La Turquie a été déjà là au début dans son soutien au G5 Sahel et a même contribué pour 5 millions de dollars et ces 5 millions ont été effectivement décaissés. La Russie, pas encore. Donc lors du sommet de Sochi, le président en exercice, mais également ses pairs du G5 Sahel ont plaidé pour un soutien de la Russie dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Le président Poutine s'est engagé à le faire. Pour le moment, il n'y a pas encore quelque chose de concret. Nous continuons donc d'échanger, de discuter et nous multiplions les efforts afin que la Russie se joigne au partenariat international qui est une initiative du président du Faso et c'est un point majeur aussi qu'il faut le souligner puisque le président du Faso était pour la première fois au sommet du G7, c'était donc à Biarritz au mois d'août en France et il a proposé avec l'Allemagne et la France un partenariat international pour la stabilisation et la sécurité du Sahel et nous appelons tous les bailleurs de fonds à se joindre à ce partenariat-là afin de le rendre plus fort et plus fructueux pour le Sahel. Alors, monsieur le ministre, vers la fin de l'année, on a senti ce malaise-là diplomatique avec la France provoqué par l'exacerbation du sentiment populaire anti-français. Quel est, en ce moment précis, l'état de nos relations avec la France? Nous avons des relations excellentes avec la France. Le président du Faso et le président Macron se parlent régulièrement au téléphone, ils échangent régulièrement, ça je peux vous l'affirmer. Il n'y a pas un problème, j'allais dire un gros problème entre nous. Il y a eu des discussions au-delà de ce que vous avez suivi dans la presse, il n'y a pas autre chose. Et nous essayons donc de pouvoir de calmer le jeu de part et d'autre, de sorte que la rencontre prévue à Pau, nous ne voyons pas ça comme une rencontre où on va pour se faire la guerre, pour aller s'affronter. Non, c'est qu'est-ce qui peut sortir de fructueux et d'intéressant, de profitable au Burkina Faso et au Sahel de cette rencontre de Pau. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi. Et, le président du Faso ira à Pau alors? Oui, c'est prévu qu'il soit à Pau, de même que tous les autres chefs d'État du G5 Sahel. D'accord. Alors, il y a une question d'actualité que je voudrais vous poser, c'est l'ECO, la future monnaie de la CEDEAO. Pendant que les pays de la CEDEAO discutaient de l'opérationnalisation de la monnaie à Abuja, le président ivoirien Alassane Ouattara tient une conférence en présence d'Emmanuel Macron, le président français, donc pour parler de la mort du CFA en 2020 et de la création de l'ECO au sein de l'UEMOA. Finalement, le Burkina Faso souscrit à quel écho, celle de la CEDEAO ou celle de l'UEMOA? Bon, je pense que ceux qui sont plus à même de répondre à ces questions-là, c'est à la fois le président du Faso ou le ministre des Finances, mais pour être présent dans les réunions aux côtés des deux, je peux vous dire qu'il n'y a pas deux échos, il n'y a qu'un seul écho, qui est un projet de la CEDEAO, un projet vers lequel tendent tous les pays, et tous les pays autour de la table annoncent leur adhésion à ce projet-là, qui est prévu pour démarrer en 2020. Mais je ne sais pas s'il va démarrer effectivement en 2020. Mais quand je dis je ne sais pas, ce n'est pas une position que j'affiche, mais c'est juste une interrogation. Et ce qui est annoncé, en fait, il s'agit des réformes que le CFA fait pour évoluer vers l'éco. De toutes les façons, on ne va pas
aller s'élever un matin, pieds joints, tomber dans l'écho. Il faut des réformes et ces réformes-là aussi répondent aussi à la volonté aussi qu'on entend, les échos qui nous parviennent de la population, venant de la population. Donc, ce qui est annoncé, de mon point de vue, c'est un projet, ce sont des réformes en cours, des réformes du CFA opérées actuellement, où la parité entre le CFA et l'euro est maintenue et où il y a plus d'experts du gouvernement français dans les comités de gestion de la monnaie et où il n'y a pas, où j'allais dire, il y a une convertibilité garantie donc du CFA et où également il est mis fin au compte d'opération qui était logé donc à la Banque de France. Alors ça, ce sont des réformes du CFA actuellement, qui ont cours actuellement. Et le jour qu'on rentre dans l'éco, on passe à une autre phase. Et cette phase-là, ça a été dit par tout le monde au niveau de la CEDEAO. C'est donc une monnaie flexible accrochée à un panier de devises avec une banque centrale de type fédéral dont on connaît déjà le nom et une monnaie aussi dont on connaît déjà donc le symbole. Okay. Alors, dernière question, Monsieur le ministre, quelles sont les perspectives dans le secteur diplomatique pour 2020? Pour 2020, c'est un renforcement des partenariats. Ça commence déjà par, comme vous avez parlé de sécurité, ça commence déjà par Pau, qui est une rencontre délicate, qui soulève beaucoup de passions. Donc on ne va pas parler des positions que le Burkina va défendre là-bas. Non, mais écoutez, je pense de toutes les façons, les positions que va défendre le Burkina Faso, ce sont les positions qui sont profitables au Burkina Faso. Et je ne vois pas le chef de l'État, le président du Faso, en train de défendre une autre position. Mais il ne faut pas penser que la position qui n'est pas la vôtre soit contraire à celle du Burkina Faso. Bien au contraire, je pense que le président du Faso ou son gouvernement sont bien placés dans la position qu'ils occupent pour savoir c'est qui peut arranger le Burkina Faso dans la situation donc qu'il traverse. Et il faut avoir cette confiance-là, il faut faire parce qu'il a été élu pour cela. Et à la fin, maintenant, si on voit que ça n'a pas été satisfaisant, on peut juger autrement, mais il faut faire confiance. Et je pense que les défis en dehors de la question sécuritaire, ce sont les défis économiques qui sont importants. Et il faut saluer le fait que, malgré un contexte difficile, le Burkina Faso est demeuré parmi les 7 pays les plus performants de la CEDEAO. C'est-à-dire, sur les 15 pays de la CEDEAO, il y a 7 qui ont 6% de croissance et le Burkina Faso en fait partie. Et donc, il faut toujours maintenir cette dynamique-là et espérer que donc nous allons faire reculer la menace terroriste de sorte que notre pays puisse attirer le maximum d'investisseurs et donc pour relever donc sa croissance si Dieu nous donne en plus une bonne saison de pluie avec une bonne saison agricole à la fin. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous parler du bilan, en tout cas de la question diplomatique en 2019, évoquer quelques perspectives pour 2020 avec nous. Merci. Merci beaucoup. Alors, suite de ce journal, en réponse au chômage et au sous-emploi des jeunes dans la région de l'Est à fort potentiel minier, des jeunes ont bénéficié d'une formation en conduite d'engins miniers, en santé et en sécurité au travail, ce qui fait d'eux de la main-d'œuvre qualifiée pour les sociétés minières de la place. Une expertise locale donc qui comble le manque de qualification et d'expérience. Nous suivons la cérémonie de sortie des jeunes formés avec Amidou Lankwande et Aruna Mari. Une nouvelle attestation pour renforcer le curriculum vitae de Nouaga Onaja.
C'est une compétence acquise également par 49 autres jeunes. Ils viennent de boucler leur formation en conduite d'engin minier et en santé et sécurité au travail. Parmi ces 50 impétrants, 30 sont formés grâce au soutien du ministère des Mines et des Carrières. Lorsque il y a eu l'ouverture de la mine de Boungou, les jeunes avaient fondé beaucoup d'espoir pour avoir du travail, mais il se trouve que pour les postes d'ouvriers qualifiés, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas de compétences. Et nous avons pensé que, comme c'est une région à fort potentiel, il était bon que nous puissions commencer par le bon bout, en mobilisant des jeunes, en leur donnant ces compétences, et de telle façon qu'ils puissent se mettre en position d'être compétitifs sur le marché du travail. Gratitude et reconnaissance, c'est la tonalité du message des impétrants livré par leur porte-parole. C'était pour nous une occasion, une opportunité que nous attendions il y a fort longtemps, et vous avez su répondre à nos besoins. L'idée que vous avez eue pour nous est similaire à un adage populaire qui dit « Apprendre quelqu'un à pêcher du poisson vaut mieux que de lui donner du poisson ». Pour polir leur savoir-faire et leur savoir-être, le ministre prend l'engagement de placer ces jeunes en position de stage. Le Burkina Faso compte 15 000 en exploitation et 2 autres sont en construction, rassure également le ministre Oumarou Idani, pour qui l'espoir est permis quant à l'insertion professionnelle de ses filles. Les jeunes invités par ailleurs à jouer leur partition dans la lutte pour le respect des droits humains au Burkina Faso. Le message leur est adressé au cours de la commémoration en différé de la Journée mondiale des droits humains. Le panel animé à cette occasion traite de la jeunesse et des droits humains dans le contexte national. Précision Urbain Benito Sommet, Amandine Lalsaga. La Commission nationale des droits humains CNDH, plus que jamais engagée pour le respect des droits humains au Burkina Faso. À Ouagadougou, la CNDH demande la contribution de la jeunesse pour une meilleure protection des droits humains dans ce contexte de menaces terroristes. Il s'agit d'abord donc de discuter un peu de l'impact du terrorisme sur la situation des jeunes. Ensuite, de réfléchir sur la contribution des jeunes à la lutte contre la corruption et des défis et perspectives au niveau de la CNDH. Et enfin aussi de voir quels sont les défis à l'heure actuelle en matière de promotion et de protection des défenses des droits, promotion et protection des droits humains dans un contexte donc d'insécurité. Le ministère de la Jeunesse qui accompagne l'initiative de la CNDH s'engage à jouer sa partition pour le respect des droits humains. Et les jeunes sont au cœur du développement et lorsque nous engageons effectivement les jeunes pour la protection des droits humains, je pense que c'est une très belle initiative et l'appel qu'on a, c'est effectivement exhorter ces jeunes-là à pouvoir donc cultiver la paix, cultiver donc le civisme, être donc des vecteurs de cohésion sociale pour qu'ensemble nous puissions effectivement parvenir à la protection des droits humains, surtout dans ce contexte d'insécurité que le Burkina traverse donc avec les attaques à répétition qui occasionnent des violations des droits humains. Je pense que le moment est venu pour que les jeunes effectivement puissent s'engager dans cette lutte. Cette rencontre d'échange entre la Commission nationale des droits humains et les jeunes de Ouagadougou entre dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée mondiale des droits humains, une journée célébrée chaque 10 décembre. Et puis, les amateurs des séries télévisées et autres telenovelas, sachez qu'il y aura bientôt du changement dans les horaires de diffusion de ces programmes. Le Conseil supérieur de la communication a décidé que ces séries seront diffusées tard dans la soirée afin de protéger les enfants, et cela à partir du mois de février prochain. Les chaînes internationales proposant ce type de programme seront également cryptées. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des responsables du CSC pour en savoir davantage sur cette nouvelle réglementation. Suivons Moussa Ouedraogo et Pascal Kani. Le Conseil supérieur de la communication veut réguler la diffusion des séries télévisuelles à l'eau de rose, plus connues sous le nom de telenovelas. Mais pour les responsables de l'organe de régulation, il ne s'agit pas d'interdire la diffusion, mais de la réglementer au regard de certaines dérives constatées ces derniers temps.
Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant une image d'un telenovelas au niveau de la RTB. Donc cette image de la série montrait un homme et une femme en train de s'embrasser sur un lit. Et les gens ont beaucoup diffusé ça sur les réseaux sociaux en interpellant la RTB et le Conseil supérieur de la communication. Il y a eu ça. Mais il y a eu aussi un événement, vous vous en souviendrez, où il y a eu des jeunes enfants qui ont filmé une partie des sexes dans Bangalore et qui s'est aussi passé sur les réseaux sociaux. Et ça a beaucoup choqué notre société parce que c'est pas quelque chose qui est de notre culture, qui est de notre façon de faire. Et puis après, en analysant, on s'est dit, mais ça, les médias ont beaucoup de responsabilités dans ça. Si nos enfants commencent à se comporter comme ça, c'est que les médias, d'une certaine façon, y ont contribué. Et tout ça nous a mené à réfléchir, à dire il faut faire quelque chose. Et là, on s'est dit il faut prendre des mesures déjà, quitte à ce qu'on essaie de travailler à mettre en place un cadre plus formel, plus structuré, une réglementation plus claire sur les créneaux de diffusion des émissions. Donc on a interpellé les différents responsables des médias pour discuter avec eux. Et l'idée c'est qu'on trouve un moment où on diffuse ce genre d'images là, notamment là où des gens s'embrassent ou quoi. Mais que ce ne soit pas au moment où les enfants sont devant les écrans. Il ne s'agit donc pas de priver les téléspectateurs de leur programme, mais de retarder leur diffusion pour les chaînes locales. Que faire alors des chaînes internationales qui diffusent au Burkina et qui proposent souvent pour l'essentiel ces séries télévisuelles? Elles seront désormais cryptées. Le code parental sera systématiquement nécessaire pour accéder aux images. C'est la restriction imposée par le CSC. Le sens du cryptage, c'est de dire qu'il faut que le signal ne soit pas automatiquement disponible et qu'il y ait une sorte de code parental qui permet d'accéder à ça. Donc du coup, ça responsabilise les parents. Tant que le parent n'a pas donné un accès, les enfants ne vont pas suivre ces genres de messages, d'images. La décision leur a déjà été notifiée et l'institution de régulation tient à son application. Mais toutes ces précautions ne seront utiles que si les parents jouent pleinement leur rôle. Cette nouvelle réglementation entre en vigueur le 31 janvier 2020. Les chaînes de télévision ont donc jusqu'en février 2020 pour se conformer à la réglementation. En culture, un festival de masques qui fait le bonheur des populations de Bobo-Dioulasso depuis quelques années déjà. La 4e édition du carnaval a mis en exergue identité et pratiques culturelles dans la promotion et la préservation des valeurs traditionnelles Bobo. Les temps forts de la manifestation avec Kassoum Milogo et Rachid Savadogo. Maître Benewene Stanislas Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale, habillé ici en style Bobo Mandare par le jeu d'alliance à plaisanterie. Nous sommes à la 4e édition du Carnabomas, le carnaval de masques de Bobo-Dioulasso. On m'a baptisé Sanou Sorotele. Ah bon, Sorotele. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Sorotele. Je dis j'accepte tout volontiers, puisque tous les Bobos ce soir se sont baptisés Diallo et Bali. Donc, le match il est nul. On va dire que c'est le plus vieux fœtus de Bobo qui se trouve en brousse. Nous avons décidé de le baptiser parce qu'il a fait des kilomètres et des kilomètres pour venir nous soutenir. Et il nous a encouragés. Et donc il faut qu'on lui donne un nom aussi pour l'encourager au retour. Cette édition du Carnabomas placée sous le thème identité et pratiques culturelles, comment promouvoir et préserver nos valeurs identiques Bobo, a vu la participation des masques Bobo et Sénifo au grand bonheur des touristes. On a besoin de ce type de moment pour resserrer les liens. Non seulement on sauve le patrimoine, ça contribue à sauver le patrimoine et la culture burkinabé. En règle générale, c'est malheureux parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça, mais il y a le cœur des hommes et ça c'est très important. Notre souhait c'est de pouvoir rassembler toutes les masques au Burkina ici un jour à Bobo-Dioulasso. Bon, cette année c'est Sendou, peut-être l'année prochaine on va peut-être aller vers Ouagadougou ou aller voir chez les Dafins. Ce carnaval c'est un exemple atypique qui prouve une fois de plus que nous avons des valeurs ancestrales à léguer à la postérité. Nous allons faire le plaidoyer au niveau par exemple du gouvernement afin que ces initiatives-là soient encouragées. Le Carnabomas est une initiative de 2 associations de la ville de Sia, l'association des jeunes coutumiers Bobo et celle des guides touristiques de Bobo-Dioulasso.
Un concert pour soutenir l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lumbila. L'initiative est de la chorale de la communauté chrétienne de base Saint-Camille des 1200 logements de Ouagadougou en collaboration avec l'association musicale des enfants du monde. Les fonds collectés à cette soirée caritative permettront aux sœurs de cet orphelinat d'améliorer la prise en charge des enfants. Le spectacle est suivi pour nous par Asmane Zoundi et Maïmouna Traoré. La chorale de la communauté chrétienne de base CCB Saint-Camille des 1200 logements et l'association musicale des enfants du monde ont tenu en haleine le public du Sénaza. Un spectacle organisé ici pour collecter des fonds en vue de venir en aide aux pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Le fait que des personnes viennent les voir, que des personnes pensent à eux, ça permet aux enfants de se sentir aussi solidaires de notre société burkinabé. Quand j'ai été approché et que j'ai compris que la soirée de ce soir devrait bénéficier d'abord aux orphelins de Lumbila, j'avoue que je ne pouvais pas résister. L'humoriste de la chorale du Scholastica et les tout-petits de Amen Kamba ont su émerveiller le public à travers le violon, le piano, la flûte à bec, la guitare, la kora, les arts plastiques et les chants. J'avoue que c'est vraiment un grand spectacle. Je ne m'y attendais pas du tout. Nous avons vu beaucoup de choses qui font vraiment plaisir et vraiment du regret aux absents. La partie des enfants où ils ont interprété certains morceaux, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Cette soirée caritative a permis de collecter plus de 2 millions de francs CFA et un appui en nature du ministère en charge de l'action humanitaire. Actualité étrangère et nous allons en Libye où le maréchal Haftar met en garde contre une intervention turque alors que les députés turcs ont validé une motion pour permettre le déploiement de soldats sur le sol libyen en soutien au gouvernement d'union nationale confronté depuis le mois d'avril dernier à une offensive des troupes de l'homme fort de l'Est libyen en direction de la capitale Tripoli. Au moins 28 personnes ont été tuées dans un raid aérien samedi contre une école militaire à Tripoli, en Libye. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais tous les regards se tournent vers le maréchal Haftar, ici à l'écran, qui a lancé une offensive depuis avril 2019 pour s'emparer de la capitale. Le Parlement libyen, acquis à sa cause, a d'ailleurs voté la rupture des relations avec la Turquie. Le président Erdogan s'est dit prêt à envoyer des troupes pour soutenir le gouvernement de Fayez al-Sarraj face à l'offensive du maréchal Haftar. Le porte-parole du Parlement explique qu'il a été décidé de couper les liens entre le régime turc et l'État de Libye. Il précise qu'un vote à l'unanimité autorise également les forces armées à désactiver les aéroports, les ports et les ports terrestres qui sont sous le contrôle de la milice. Il précise que les actions du gouvernement de Fayez el-Sarraj représentent un danger pour la sécurité nationale du pays en amenant des colons dans le pays, en référence à la Turquie. Ankara et le gouvernement de Fayez el-Sarraj ont signé 2 accords fin novembre. L'un porte sur la coopération militaire, l'autre permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale riches en hydrocarbures, aux grandes dames de la Grèce, de l'Égypte, de Chypre et d'Israël. Et la mort du général Soleimani qui fait redouter une agression, des tirs d'obus ont visé des positions américaines à Bagdad hier samedi et le président américain menace de frapper 52 sites en Iran si la République islamique attaque du personnel ou des objectifs américains. Certains de ces sites ciblés sont de très haut niveau, précise Donald Trump dans un tweet, et le locataire de la Maison-Blanche d'ajouter que le chiffre 52 correspondait au nombre d'otages qui avaient été retenus pendant plus d'1 an à l'ambassade des États-Unis à Téhéran il y a une quarantaine d'années.
Des rassemblements ont eu lieu aux États-Unis ce samedi pour dire non à la guerre avec l'Iran, comme ici face à la Maison-Blanche ou à New York à proximité de la Trump Tower. Après la mort du général iranien Qassim Soleimani, tué vendredi en Irak par une frappe américaine ordonnée par Donald Trump, Téhéran a annoncé vouloir se venger. Samedi soir, des tirs d'obus non revendiqués ont touché une base abritant des soldats américains au nord de Bagdad et sur la zone verte de la capitale irakienne où se situe l'ambassade américaine. Sur Twitter, le président américain a mis en garde l'Iran contre toute action visant des Américains dans la zone. Les États-Unis ont identifié 52 sites en Iran et les frapperont très rapidement et très durement, a-t-il dit. Face à l'escalade des tensions, Washington a déjà annoncé le déploiement de 3000 à 3500 soldats supplémentaires dans la région. Ce samedi, des soldats américains ont quitté la Caroline du Nord, direction le Koweït, alors que le Parlement irakien s'apprête à voter en faveur d'un texte obligeant les États-Unis à se retirer du pays. 5200 militaires américains sont présents en Irak. Et on apprend que ce soir, qu'en Irak, le Parlement vient de voter l'expulsion de la coalition internationale emmenée par les États-Unis. Dans le même temps, le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a appelé les alliés de l'Iran à cibler l'armée américaine au Moyen-Orient. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 20h se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée et une excellente reprise de travail pour demain.